Un château médiéval avec sa grande tour. De vieilles pierres, des douves et forcément des secrets. Une cible de choix pour une nouvelle race d'aventuriers, les chasseurs de trésors. Ils sont des dizaines de milliers à creuser, à rêver. Et ils trouvent. Au moins 300 trésors chaque année. Valeur plusieurs millions d'euros. De l'or, de l'argent, de toutes les époques. Gaulois. Moyen-Âge. Louis XIV, Napoléon. Mieux que le loto, la chasse au trésor, l'ultime quête. Rien qu'en France, des tonnes d'or seraient enterrées depuis des siècles. Alain y a consacré sa vie et ça lui réussit plutôt bien. Alors j'ai retrouvé environ 400 kilos d'or sous forme d'une trentaine de magots, quoi. Donc petit magot, gros magot, ça va de 20 pièces d'or jusqu'à le plus gros 70 kilos de dollars en or. Ah oui, je suis très riche, j'ai tout réenterré moi. Dans les chasses au trésor, les amateurs sont aussi de la partie. Ils sont 70 000 à jouer de la poêle à frire et à vouloir leur part du magot. Un loisir où tous les âges sont représentés. Pierre n'a que 16 ans et c'est sa passion depuis toujours. Non. Monnaie médiévale. Sur le terrain, c'est bien simple, aucune pièce ne lui échappe. Ah ouais, faut rester là. Là on est bon là. Là il y a un truc en dessous là. Mais c'est un jeu qui n'est pas sans risque, car l'or rend fou. Cette femme a trouvé un trésor gaulois par hasard au bord d'un chemin au Mans. Immédiatement, les autorités lui ont tout pris. Les monnaies elles ont toutes été réquisitionnées. Et puis de là, je les ai jamais revues. On a tout perdu, mais on va avoir de gros problèmes. Et on a eu de gros problèmes. Pilleuse, menteuse, voleuse, on l'a accusée de tout. Aujourd'hui, sa vie est ruinée. Les Gaulois ne voulaient pas qu'ils soient des terroristes. Ouais. C'est vraiment maudit. C'est un truc maudit. La malédiction des trésors et toutes les légendes qui les entourent, cet homme est allé les chercher au bout du monde. Jean-Paul, un plongeur professionnel, s'est installé en Indonésie. Le paradis des chasseurs de trésors. 35 000 épaves remplies de richesses exceptionnelles. Des rubis, des perles noires et bien sûr ce qui fait rêver, l'or. Mais ce qui a le plus de valeur, c'est cette vaisselle impériale, la plus rare au monde. Tout ceci, c'est ce que Jean-Paul a trouvé. Regardez ce bol, qui paraît anodin. On espère le vendre plus de 10 000 $. 10 000 $ un seul bol, ça fait rêver. Et il y en a 250 000 comme ça. Pas mal pour une seule épave. Mais le Français n'a pas le temps de souffler. Il va plonger sur un navire hollandais coulé il y a 200 ans. Il espère toucher le gros lot. Je remonte avec un grand sourire, ça veut dire qu'il y a plusieurs mois de salaire assurés. La chasse au trésor, l'aventure de ceux qui croient en leurs rêves. En plein cœur de Paris, une boutique un peu à part, comme sortie d'un roman d'aventure. Il y a tout pour la chasse au trésor. Normal, c'est ici le repère d'Alain Cloarec, l'homme qui flaire l'or comme personne. Les détecteurs de métaux, les fameuses poêles à frire, ça fait plus de 30 ans qu'il vit avec. Sa spécialité, la recherche de trésors familiaux. En général, il garde 30% de ce qu'il trouve. À 50 ans, il est devenu une référence et est sollicité de toute la France. Le nombre de mails par jour que je reçois, c'est une soixantaine. Dans cette soixantaine de mails, il y a une vingtaine de demandes de recherche et une quarantaine de mails pour avoir des conseils sur le choix du matériel, etc., quoi. Et sur la vingtaine de mails qui concernent des recherches, on va dire qu'il y a 2-3 mails intéressants qui sont plutôt des sœurs de famille, donc le type de recherche que j'affectionne le plus et pour lequel je me déplace beaucoup plus facilement.
Voilà. Quelquefois, ça... quelquefois, ça, voilà, on a quelques petites vidéos, des vidéos amateurs qu'on a dans notre ordinateur et qui permettent de découvrir, de voir comment ça se passe. Donc là, j'étais avec un ami. Là. Sur cette vidéo, dans une boîte de thé toute rouillée, son plus beau trophée. C'est lourd, c'est sûr, quoi que ça fait. Hein? Ouais, c'est pas du nougat. Hein? C'est pas du nougat. C'est l'inspiration sortie. Ce sont des lingots enterrés dans une boîte, donc une demande de trésor de famille où les personnes allaient chaper la grange dans laquelle a été caché le trésor. Donc avant de chaper la grange, enfin de déposer une chape, ils voulaient être certains que le trésor n'allait pas être enterré. Et ils ont bien fait. Voilà. Quand ça sort, c'est jaune, ça bouge pas, ça brille comme au premier jour, quoi. Ouais. Devant les personnes chez qui on fouille, on peut pas... Je crois qu'on pourrait sauter en l'air, ouais, mais on reste humble et on reste sérieux. Mais après, dans la voiture, quand on reprend la route, on est plus fanfaron quand même. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment magique. L'or, quand on prend un lingot en or, pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir ça entre les mains, quand vous leur tendez un lingot d'or dans la main, même la dame, là, hein, hop, on a le bras qui fait ça. On ne s'attend pas à ce qu'un si petit bout de métal ait une aussi grosse densité. C'est vraiment très très lourd. Ça fait 1 kilo, mais c'est tout petit. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui. Votre mari va être content, hein? J'espère. Difficile de ne pas l'être content. En tout, il y avait 9 lingots, pour une valeur à l'époque de 135 000 €, net d'impôts. Ce matin, ce n'est pas pour de l'or qu'Alain s'est déplacé en banlieue parisienne, mais pour une toute autre demande. Ah bonjour, merci d'être venu. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Hein. Je vais vous expliquer. S'il est venu, c'est pour répondre à un appel au secours. Je suis un peu désespérée, c'est pour ça que je fais. Cette élégante dame ne sait plus où elle a caché elle-même sa boîte à bijoux. Ce qu'on cherche déjà, c'est une espèce de petit coffret comme ça en métal argenté avec un petit ruban rouge autour. Et dedans, bon, j'ai quelques souvenirs de famille, etc. Alors, je l'ai caché en juillet, avant de partir en vacances. Il y a un endroit que je vais vous montrer où je le mettais d'habitude. Voilà, ça, et puis là, j'ai voulu avoir un peu plus d'imagination. Ouais, et je sais que j'ai pris un escabeau, j'ai grimpé, j'ai fait plein de scénarios. Et là, je suis bloquée. Et c'est parti pour une fouille intégrale de la maison. Toutes les pièces y passent. Muni de sa caméra à tube flexible, aucun recoin ne peut lui échapper. La moindre étagère est passée au peigne fin. Mais toujours rien. La propriétaire commence à perdre espoir. Peut-être. Oublier, c'est horrible. Avoir le trou de la mémoire, c'est... Avec tout ce qu'on raconte sur Alzheimer et tout, c'est affreux. C'est vraiment atroce. Puis moi, je dois dire que ça m'amusait assez de faire venir un chasseur de trésors là-dessus. Alain, lui, ça l'amuse beaucoup moins. À mon avis, ça va être... C'est dur, hein? C'est la première, la dernière fois, je me déplacerai certainement. Hein. C'est vrai? Non, mais c'est pas... Vous avez autant de chance que moi de trouver. Il faut les enfants les faire jouer à la chasse au trésor. Mais sans rien déranger. En déplaçant et... En déplaçant, ouais. Un coup pour rien, cette fois-ci, Alain rentre bredouille. Mais à force de creuser dans les caves, il en a trouvé des trésors de famille. Des trésors qui datent d'avant-guerre, à une époque où les banques n'inspiraient pas confiance. De son propre aveu, il a trouvé près d'une demi-tonne d'or. Il y a des lingots, mais aussi parfois des billets, des euros, des dollars, que des grosses coupures. De quoi devenir très très riche. Sauf que pour Alain, la chasse au trésor, c'est devenu son obsession. Pire qu'un virus, son objectif, encore plus d'or. Un bimoteur en attente sur le tarmac d'Orly. Parmi les passagers, Pierre, un lycéen de 16 ans et surtout un petit génie de la détection de monnaie ancienne. Pour ses vacances de février,
Plutôt que la montagne et les stations de ski, il a choisi de partir seul vers une toute autre destination, le Périgord, dans le sud-ouest de la France. Le pays du foie gras, mais aussi des villages historiques et surtout des châteaux forts. Une région au passé si riche qu'elle regorge de trésors. Pierre joue avec des détecteurs de métaux depuis qu'il a 6 ans. Son grand-père habite ici. Pour l'ado, la zone est devenue un terrain de jeu idéal. Salut. C'est moi. Un grand-père au caractère bien trempé qui connaît tout des méthodes de son petit-fils. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'on trouvait des trucs ici? Ouais, plus ou moins. Oui. On trouve de la alors ferraille. tu leur as dit quoi? Qu'on trouvait des Napoléons en pagaille, mais que ça t'intéressait même plus tellement qu'il y en avait? Oui. Hein? Des francs, des centimes. Des francs, des centimes. Des dés à Par coudre, contre, des tu fers à cherchais bœuf. les gallo-romaines et que ça c'était plus dur. Ah oui. Hein. Pour se donner un maximum de chances de trouver, Pierre a lourdement investi. Des détecteurs, c'est simple, il en possède toute une collection. Avec ses machines semi-professionnelles, rien ne peut lui échapper. Absolument rien. Je pars toujours avec plusieurs détecteurs et plusieurs disques. Parce que, bon, un disque beaucoup plus large, je vais couvrir beaucoup plus de surface. Et avec un petit disque comme celui-ci, c'est pour la finition. C'est pour finir les... Plus de précision. Plus de précision, finition, etc. Et il y en a pour combien pour ce matériel? 2500 € minimum. Un loisir pas vraiment accessible à toutes les bourses, mais qui peut rapporter gros. C'est ce qu'il va essayer de nous prouver. Juste à côté de là, un petit village désert. C'est ici qu'habite le propriétaire d'un champ qu'a repéré Pierre. Quelqu'un? Pour le fouiller, il a besoin de son autorisation. S'il refuse, l'aventure est terminée. Bah là, je cherche à trouver le propriétaire du terrain. Et donc, lui demander l'autorisation, hein, parce que ça passe par là, mais il y a l'air d'avoir personne. Il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien. Personne. Tant pis. Il y a peut-être ici un trésor qui lui tend les bras. L'envie est trop forte. Pierre se lance à l'assaut du champ. Sa passion, il préfère la vivre seul. Il n'en parle pas à ses amis de peur d'être incompris, voire parfois même d'être jugé. Les gens, de toute façon, que ce soit les filles ou d'autres gens, considèrent leur première impression, c'est qu'on est des rêveurs, qu'on est des ou des malades. Ça dépend. Mais après, il y a des gens qui sont très intéressés, qui adorent ça, mais moi, je m'en fiche. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Les pieds dans la boue, il balaye le sol et attend que ses détecteurs sonnent. Mais rien ne vient. Très vite, c'est la déception. On est déçus parce que on part en sortie avec plein d'images, plein de trucs, mais bon, on se dit après, ce sera la prochaine fois, quoi. C'est pas maintenant, ce sera la prochaine fois. C'est tout. Bon. On va continuer. Hein. Sauf que dans le Périgord, les agriculteurs ont le sang chaud. Pas donné d'autorisation. Vous vous êtes présenté, vous êtes sur une propriété privée. Qu'est-ce que vous venez faire? Cette dame en colère, c'est la propriétaire. Et attention, son champ, c'est sacré. Je n'admets pas cette façon de rentrer sur la propriété des gens sans rien demander. Vous aviez qu'à vous inquiéter des noms et des prénoms des propriétaires. Même à la limite, on vous disait oui, terminé. En fait, là, ce sera non. La propriétaire oblige Pierre à plier bagage. En le raccompagnant jusqu'à la sortie du village, elle n'oublie pas l'essentiel. Vous n'avez pas trouvé ni d'or, ni de... On a beau demander des autorisations, il y aura toujours quelqu'un qui va venir et qui va vous embêter, de toute façon. Donc c'est pénible. Nous, on est considérés comme des pilleurs, des voleurs même parfois. Alors qu'on demande des autorisations et la détection de loisirs est en danger à cause de ça.
Cependant, il en faut plus pour décourager le jeune prospecteur. Nous le retrouvons dans sa chambre, chez son grand-père. C'est là qu'il fait ses recherches avant de partir sur le terrain. Et il ne laisse rien au hasard. Avant de sortir, je fais toujours un maximum de recherches. J'utilise toujours des livres, voilà, là c'est ma bibliothèque d'histoire, de géographie, c'est très complet. J'utilise beaucoup ce livre sur la Dordogne, l'histoire de la Dordogne en particulier. Et aussi j'utilise des logiciels comme des logiciels de localisation satellite pour quand j'ai de l'histoire sur un terrain, le visualiser. J'imprime la carte. Là, sa cible, c'est la plus belle forteresse médiévale de la région. L'idéal pour mettre la main sur un trésor. Ça, c'est les ruines. Et pourquoi le château de Carlu est intéressant? Bah, comme tous les châteaux, il y a eu de l'histoire. En plus, il est daté du XIe siècle. Ce qui est très ancien. Il est entouré il est en hauteur, entouré de champs. Il y a une rivière qui passe à côté. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et là où il y a de la vie? Il y a de la monnaie. L'accord du maire est obligatoire. Et Pierre le sait bien. Car en France, les fouilles sur les sites historiques sont strictement réglementées par la Direction régionale des affaires culturelles. Cette fois-ci, il ne va pas prendre le risque d'être expulsé comme dans le champ. Le lycéen va directement à la mairie, sans prendre rendez-vous, juste au culot. Bonjour, ce serait pour voir monsieur le maire. Bonjour. 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 Pierre. Parfait. Voilà, je viens vous voir pour... parce que je fais de la prospection, détecteur de métaux. D'accord. Donc j'utilise pour voir un peu ce qu'il y a dans le sol, voir sortir la ferraille, tout ça, des objets anciens, etc. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez des endroits appartenant à la mairie où je pourrais détecter, prospecter. On peut vous aider, oui, on va trouver ça, on vous trouvera sûrement des terrains. Mais vous faites ça dans quel but? Ah, c'est un loisir. C'est un loisir, d'accord. Ouais. Vous n'êtes pas dans une école qui... non. C'est uniquement personnel? C'est personnel, c'est un loisir, c'est pour sortir un petit peu, s'aérer, marcher. Ah d'accord. Brigitte, c'est ouvert la plateforme, le château là-haut? Hein? Oh, est-ce que c'est ouvert? Peut-être, oui, c'est peut-être ouvert. Pierre n'en revient pas. Le maire lui ouvre grand les portes du château. Une première pour lui. Jamais personne ne lui avait fait un tel cadeau. Le site est à lui tout seul pour quelques heures jusqu'à la tombée de la nuit. C'est trop court, bien trop court. À la va-vite, on peut vaguement voir ce qu'il y a. Mais bon, c'est pas grand-chose. Hein. Comme je vous dis, c'est... C'est des années. Non. Une monnaie médiévale. Ah ouais. Ah, bravo. Ah, c'est une monnaie médiévale. Regardez. Oh, elle est dans un état magnifique. Regardez-moi ça. Regardez. Ah ouais. Ah ouais. Regardez l'état. Regardez, tenez. Ah ouais, c'est vrai. C'est une sorte de double tournoi. Un double tournoi, un truc comme ça, ouais. Avec une épée. Ouais. Ah bravo, c'est bien. J'ai déjà vu ce type de pièce, mais pas dans un état aussi... aussi beau. Aussi beau, ouais. Ah, avec autant de détails et... Ouais. C'est une très belle découverte. Le maire est impressionné. En 5 minutes, l'ado a trouvé une monnaie vieille de 500 ans. Et ce n'est qu'un début. L'élu ne lâche plus Pierre des yeux, qui fait trouvaille sur trouvaille. Un bouton de soldat du Moyen-Âge et bien sûr des pièces. Encore et encore. Ouh. Ah ouais, faut rester là. Là on est bon là. Là il y a un truc en dessous là. L'ado est surexcité. Le maire lui fait une proposition. Je veux bien que vous reveniez là pour voir si on peut trouver d'autres choses. Hein.
ça serait intéressant un peu pour tout le monde, quoi. Ah oui, c'est sûr. Pour nous, parce que bon, jamais on l'a essayé, vous voyez, c'est la première fois qu'on vient avec un appareil pour détecter. Alors je ne vais pas trop le dévoiler, parce que sinon on va avoir des multitudes de gens qui vont venir, mais si vous voulez bien, oui, un jour que vous avez le temps, regardez un peu si on peut en trouver une autre ou deux, comme ça serait intéressant. Vous repartez quand Je repars demain. Aïe. Mais je reviens à Pâques. D'accord. En avril. Il fait déjà nuit quand Pierre rentre chez son grand-père avec toutes ses trouvailles. Contre toute attente, le maire lui a permis de tout garder, même les pièces en argent. Regarde, on a fait des boutons. Ça c'est de l'argent ça, regarde. C'est de l'argent. C'est beau ça, oui. À y regarder de plus près, des croix, des fleurs de lys apparaissent. Un vrai petit trésor surgit du passé. Un trésor d'au moins 500 ans qui pourrait tout à fait avoir sa place dans un musée. À 11 000 km du Périgord, une toute autre histoire. Celle des galions, des vaisseaux remplis d'or. L'Indonésie, le Graal de tout aventurier avec ses îles sauvages et sa jungle inviolée. Depuis 2000 ans, ce pays et ses 17 000 îles est un carrefour commercial maritime entre l'Europe et l'Asie. Une zone réputée pour ses tempêtes, ses ouragans, mais aussi ses pirates sanguinaires. Normal d'y trouver aujourd'hui des épaves à la pelle, et leurs cargaisons peuvent valoir des fortunes. La capitale, Jakarta, l'une des plus grosses mégalopoles d'Asie. Des gratte-ciel, un épais voile de pollution s'abat sur les 9 millions d'habitants. Comme beaucoup de chasseurs de trésors, c'est ici qu'est venu s'installer Jean-Paul Blanquan. Ce Marseillais de 59 ans est un as de la plongée sous-marine. Depuis 20 ans, il vend ses services aux chasseurs de trésors dans le monde entier. S'il est venu en Indonésie, c'est pour une histoire de trésor, la plus incroyable de ces 10 dernières années. Un bateau chinois coulé il y a plus de 1000 ans en mer de Java. De la structure en bois du navire, il ne reste quasiment plus rien. Mais le plus important est toujours là, sa cargaison. Des tonnes de vaisselle superbement conservées. Il y en a pour des millions d'euros. Et c'est Jean-Paul qui a eu la charge de la faire remonter pour le compte de Luc Emmance, un chasseur de trésors belge. Cinq ans au passé, Jean-Paul vient pour la première fois revoir le fruit de son travail. Donc, tout ça, c'est du matériel. Le trésor est précieusement gardé dans ses entrepôts en banlieue de Jakarta. Et n'y entre pas qui veut. Même lui doit s'inscrire sur le registre tenu par les autorités indonésiennes. Donc à chaque fois qu'on vient pour la sécurité, on enregistre les heures d'entrée et de sortie de tous les visiteurs. Un peu plus loin, une porte lourdement cadenassée. À l'intérieur, le chef-d'œuvre de la carrière de Jean-Paul. Des centaines de milliers de céramiques impériales chinoises. Toutes datent du Xe siècle, d'une période très courte et méconnue de l'histoire de la Chine, celle des 5 dynasties, et toutes sont en parfait état. C'est bien simple, avant cette épave, il n'existait quasiment aucune trace archéologique de cette époque. Sous nos yeux, une collection unique au monde. Dans cette salle et dans le total dans l'entrepôt, on a à peu près 250 000 pièces. Et la valeur totale est estimée entre, on va dire, entre 50 et 80 millions de dollars. Regardez ce bol qui paraît anodin. On espère le vendre plus de 10 000 dollars. Parce qu'il est en parfaite condition, il a une gravure au fond, un bol unique. Et surtout,
la couverture et qui donne la couleur et tout, et c'est estimé une couleur impériale. Voilà. Ces bols, qui ont passé près de 1000 ans à 60 mètres de profondeur, ne sont pas les seules merveilles retrouvées dans l'épave. Des rubis par milliers, des perles noires, des grenats, de l'or finement ciselé, comme ce manche de poignard, des cristaux de roche taillés en forme de poisson, des bronzes sculptés. Certaines de ces pièces, Jean-Paul les a remontées lui-même du fond de l'eau. C'est l'occasion pour lui de les redécouvrir avec une certaine émotion. Mais encore une fois, il est suivi comme son ombre par le gardien. Paul, pourquoi le monsieur à côté de vous, tout le temps là? Le monsieur qui est derrière moi, c'est le représentant de notre collaborateur indonésien, et en même temps, c'est l'assurance qu'on ne vole rien. Ce trésor unique au monde prend la poussière dans cet entrepôt depuis 5 ans déjà. L'État indonésien ne donne toujours pas son feu vert pour le vendre à l'étranger. Une situation catastrophique pour la société belge qui a organisé la fouille. Elle a investi au moins 5 millions d'euros dans cette aventure. Pour l'instant, en pure perte. Pourtant, en Indonésie, c'est si facile de faire fortune avec les trésors, à condition de ne pas respecter les lois et d'alimenter le marché noir. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller en plein centre-ville de Jakarta. De petites échoppes en plein air destinées aux touristes. Le marché aux antiquités offre ses habituels souvenirs de pacotille, comme ces pâles copies de vaisselle, ces répliques de canons. Mais c'est un nid de trafiquants d'objets pillés. Jean-Paul est avec un ami chasseur de trésors, il s'appelle Harry. Ensemble, ils vont nous le prouver en quelques minutes. Des bols en céramique attirent tout de suite l'œil expert du français. C'est d'époque Ming, du XIVe siècle. C'est une pièce impériale. C'est de la bonne qualité. Une pièce très fine. Ces caractères nous indiquent que c'est impérial et Ming. Ici, on peut l'acheter pour 2 millions de roupias. Et vous pouvez nous dire combien ça vaut? 200 $. Et à l'étranger? Et à l'étranger, bien plus. Je ne veux pas dire combien devant le marchand. Mais c'est 10 à 20 fois plus. Surtout si c'est dans une vente aux enchères internationale. 20 fois le prix. Soit 4 000 $. Et là, on n'a pas le droit de les acheter. Ben, ici, tu peux acheter. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici et tout. Moi, bon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, mais autrement, je pourrais acheter et avoir chez moi et il n'y a aucun problème. Et si je veux le ramener en France? Ben, je pense que tu risques d'avoir plus de problèmes en France que de sortie de l'Indonésie. C'est par dizaines que Jean-Paul trouve des objets pillés sur des épaves et revendus en toute impunité. Harry connaît l'un des plus importants resellers de Jakarta, un possible employeur pour de futures épaves. Aujourd'hui, il va permettre à Jean-Paul de le rencontrer. Direction la banlieue, une arrière-boutique anonyme. À l'intérieur, des piles de vieux 33 tours, du matériel sono d'occasion et beaucoup de poussière. Celui aux bretelles rouges, c'est le chef. Dans le quartier, on le surnomme le Chinois. Tout le monde sait qu'il est l'un des plus gros pilleurs d'épaves de la ville. Un plongeur de la qualité de Jean-Paul, il aimerait bien l'avoir à son service. Mais le Français préfère garder ses distances. Ouais, le problème, c'est que lui, il fait du piratage et moi, je ne veux pas travailler là-dedans, je ne veux pas mettre la main là-dedans. Et il le sait, ça? Bah oui, c'est pour ça qu'il t'a dit que non, il ne voulait pas travailler. Et toi non plus, alors? Non, moi non plus. On n'est pas dans le... De toute manière, il abuse du système ici, mais moi, je ne veux pas travailler comme ça. J'ai jamais travaillé comme ça et je ne veux pas travailler comme ça. Pour convaincre le plongeur, le trafiquant lui montre ses dernières trouvailles.
Des pierres précieuses de plus de 1000 ans. C'est un pendentif, il y a un petit trou et ça se tenait comme ça autour du cou. C'est un saphir. C'est ce que j'aurais dit, c'était du saphir. Un saphir, même s'il n'est pas bien taillé de cette taille, t'imagines. Ça pourrait arranger beaucoup de choses chez moi, ouais. Mais le plus beau trésor du receleur est ailleurs, un peu plus loin, dans une autre maison. Nous reprenons la voiture pour nous enfoncer un peu plus dans les quartiers pauvres de la capitale. Collé au bidonville, une résidence sous haute surveillance. Des fils barbelés, un lourd portail métallique. Jean-Paul découvre avec stupéfaction le service d'ordre. À l'intérieur de la maison, une grande caisse en bois remplie de papier journal. 2 hommes s'activent et soudain, un visage apparaît surmonté d'une longue couronne. C'est une statue à taille humaine d'un dieu hindou. C'est la première fois que je vois c'est une statue de cette dimension et qui est quand même relativement bien conservée. Si, en Égypte, on a trouvé des statues en pierre qui étaient très très belles, mais en bronze, c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Et d'après toi, la valeur, c'est quoi? Tu sais, c'est toujours pareil, on peut dire la valeur qu'on veut. Si je ne mettais pas l'acheteur, ça n'a pas de valeur. Hein. Je pense que ça peut même finir million. De quel siècle? Quel siècle? 8-9e siècle. C'est de culture hindoue. Cette statue de bronze est restée près de 1300 années sous l'eau et vient d'être découverte par des pêcheurs qui l'ont revendue à cet homme. Évidemment, sans le déclarer aux autorités. C'est quoi la prochaine étape? Vous avez prévu de la vendre à un musée? Non, je ne peux pas. Ou à un collectionneur privé? Oui, un privé. Et vous avez le réseau pour faire ça? Non, non, c'est beaucoup trop dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est illégal. Il espère le vendre 300 000 $. 300 000 $. Et c'est un minimum. D'après lui. Environ 250 000 € prix local. À l'étranger, ce serait tout de suite au moins 3 fois plus. Entre les statues et les épaves, il y a vraiment de quoi devenir riche ici. Jean-Paul doit trancher. Va-t-il continuer de travailler de manière légale ou accepter de jouer lui aussi au pilleur? Car depuis 5 ans, la situation financière du plongeur est plus que délicate. C'est à peine s'il a de quoi payer le prochain loyer de la maison. Une maison située loin des quartiers huppés où vivent les Européens. C'est ici qu'il vit avec sa femme et ses jeunes enfants. Malheureusement, les problèmes d'argent commencent à peser sur la petite famille. Son épouse, Nita, en est même à lui poser un ultimatum. S'il reste à la maison sans travail, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ce que je lui ai dit. Si tu ne trouves toujours pas de travail, si tu ne trouves pas de bonnes épaves, nous ne pourrons pas tenir longtemps sans argent. Alors il nous faudra partir dans ton pays, en France. Je me sens beaucoup plus responsable, c'est-à-dire que il faut absolument que je travaille pour pouvoir nourrir toute cette petite famille. Pour Jean-Paul, la situation est claire, il doit trouver de l'argent, et très vite. C'est vital pour l'avenir de ceux qu'il aime. Son espoir, un rendez-vous avec un as de la chasse au trésor. Un Allemand qui vient de vider un bateau corsaire anglais. Jean-Paul avait travaillé pour lui l'année passée. Aujourd'hui,
il doit récupérer sa part du butin. Un saloon perdu au milieu de nulle part, à quelques kilomètres de Cholet, dans l'ouest de la France. Le lieu idéal pour réunir des chercheurs d'or. Ici, pas d'épave, pas de plongeurs, mais des fanas de la détection de loisirs. Alain installe son stand. Ce samedi, c'est chasse au trésor, un concours un peu spécial. Le principe est simple, des pièces sont enterrées dans un champ, celui qui en trouve le plus a gagné. Et ce concours, c'est Alain qui en a eu l'idée. C'est comme des rassemblements de pêcheurs sur le bord d'un lac. Là, c'est des rassemblements de prospecteurs autour d'un champ. Et les gens viennent participer au concours, c'est sûr. Ils viennent participer au concours, mais ils sont plutôt là pour faire connaissance. La plupart ne se connaissent pas. Donc là, ça leur permet de faire connaissance. Et voilà. C'est aussi l'occasion de raconter ses derniers exploits. Voilà. Ouais, c'est bien, ça me fait plaisir. J'ai trouvé des raisins trésors. J'habite dans le Morbihan en fait. Ah, ben Villa-Bretagne. Ouais, je l'ai trouvé sur la commune du dans un champ particulier. Ouais. J'ai trouvé une cinquantaine de monnaies en argent de Louis XIV. Il n'y a que de l'argent pour l'instant. Il y a un trésor en or apparemment. Faut chercher l'or, voilà. Apparemment, il y aurait eu un trésor en or aussi, d'après ce que les gens ont entendu. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que j'ai plus le droit d'aller là. Ah bon? Les gens, c'est ça, hein, c'est les trésors, c'est. Voilà, vivons heureux, vivons cachés, faut rien dire. Exactement. Pierre aussi est de la partie. Il est un peu intimidé car c'est la première fois qu'il s'inscrit à ce type de concours. Groupe d'amis, Dari, alors 20 plus 15, hein, ça me fait 35. Et puis un petit ticket de tombola. Dehors, tout le monde s'est équipé. Les détecteurs prêts à dégainer. Ils n'attendent plus que le signal. C'est parti! 355 jetons en plomb à trouver en 3 heures. Pierre part en solitaire, mais il y en a qui font ça en famille. Et à chacun sa tâche. La maman cherche, le petit garçon creuse. Très vite, une première découverte imprévue. Une vraie pièce de la Révolution. On vient de trouver la première pièce, perdue par un paysan du XVIIIe siècle. Apparemment, ça serait une monnaie en bronze, de sol. De la Révolution, 1792-93. Oh bah elle est assez propre comme monnaie. Alors attends, le profil de Louis XVI. Je vais faire un peu pour ça. Ouais, je te la rends. Un peu plus loin, Pierre balaye le plus vite possible le pré avec son détecteur. Car le concours, il veut le gagner. Au bout d'une dizaine de minutes, sa récolte est plutôt moyenne. J'ai trouvé 4 jetons là. J'ai trouvé 4 jetons. Et alors, ça donne droit à quoi 4 jetons? Je sais pas, faut voir le classement final. Voilà, quoi. 4 jetons, pas sûr que cela suffise. Surtout que face à lui, il a de sérieux clients. Notamment cet homme aux cheveux gris en pleine discussion technique avec Alain. Au minimum, tout, j'ai bricolé. Ah ouais. Bon, ça va, maintenant ça commence cette manière. On commence à plus trouver 14. 14, ouais. Ça sera le numéro 1. C'est sûr, à chaque fois, il finit premier dans les concours. Mais des vraies pièces, vous en trouvez aussi? Heureusement. oui. C'est ce qui permet de. C'est ce qui fait qu'on. Ça fait 30 ans que je le fais. Si on trouvait pas, il y a longtemps que j'aurais arrêté. C'est quoi votre plus belle trouvaille? Aïe. Aïe. Oh, il n'y en a pas, hein. Mauvaise question. Pourquoi mauvaise question? Parce qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui, je crois, à dire ce qu'on trouve. Dans la mesure voilà, oui, on trouve des choses. Je serais tout à fait d'accord pour dire vraiment ce que je trouve, mais on peut avoir des problèmes, quoi. Et c'est ça le paradoxe de la détection de loisirs. En France, c'est légal de chercher, mais pas de trouver. Ou presque. Car quasiment tout objet ancien peut être considéré comme archéologique, et donc protégé par l'État. Chez les passionnés de la poêle à frire, on le sait pertinemment, et quand on fait des découvertes, on se les raconte à l'abri des regards et des oreilles. Je vais annoncer le gagnant, qui a trouvé 19 jetons. Bravo. Il s'appelle Jean-Charles Aigros. Le concours est terminé, les lots sont distribués aux meilleurs. Avec seulement 6 jetons, Pierre repartira les mains vides. Mais il ne veut pas en rester là. Il profite de la présence d'Alain pour aller le voir.
Il a quelque chose à lui demander. Voilà quoi, j'aimerais bien, je sais pas, c'est possible, faire un stage pendant les vacances. Un stage à la boutique Ouais, un stage à la boutique. Pendant une période de vacances Il n'y a pas de problème, en fait, tu peux passer quand tu veux, hein. Avec plaisir. On verra un petit peu, revoir un petit peu le matériel, voir un petit peu où tu en es au niveau des connaissances, et puis ouais, avec plaisir, vraiment. Ouais. Tu peux passer quand tu veux, okay, c'est bien. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris pour le lycéen. Avec Alain comme professeur, il ne pourra que progresser. En France, les chasseurs de trésors amateurs n'ont jamais été aussi nombreux. Ils seraient des milliers à jouer aux Indiana Jones du dimanche. Un loisir familial inoffensif. Sauf que tout le monde ne voit pas ça de la même façon. Petite séance de dédicace dans une librairie parisienne. Un livre sous forme de manifeste contre les chasseurs de trésors. Ici, on les appelle les pilleurs. Son auteur, c'est cet homme, Grégory Compagnon. Il est membre fondateur de l'APA, une association d'archéologues qui lutte contre la détection de loisirs. Pour lui, c'est toute la France qui est menacée. En France, on estime qu'il y a à peu près 10 000 utilisateurs actifs de détecteurs de métaux. Donc qui utilisent de manière très active le détecteur. Et ce constat, en fait, on peut faire le même dans tous les pays européens, à peu près 10 000 utilisateurs par pays. Et donc, ce qui nous donne quelque chose comme 200 000 pilleurs dans toute l'Europe. C'est vraiment un pillage de masse. Un point de vue catastrophiste largement partagé ici. Et pour cause, tous sont archéologues et en ont assez. De plus en plus aussi, on a carrément des bus de détectoristes qui viennent sur les champs de bataille, par exemple, mais aussi sur des sites archéologiques beaucoup plus anciens, et qui, en un week-end, ravagent tout. Hein. On est bien loin du loisir familial. Les archéologues ont décidé de se battre. Et dans leur lutte, ils peuvent compter sur des commandos prêts à tout. Cet archéologue est en guerre. Un soldat de l'ombre qui ne veut pas dévoiler son identité. Son terrain de chasse, Dijon et sa région. Son combat, mettre hors d'état de nuire ceux qu'il appelle des pilleurs, les fans de la détection amateur. Le personnage incriminé est assis sur les sarcophages mérovingiens. Et je me suis donc faufilé dans la haie pour observer justement le délit de possession et d'échange de données clandestines touchant justement le patrimoine. Le délit en question, un petit groupe de chasseurs de trésors qui se montrent ses dernières trouvailles dans un parc. Sur ces photos prises par notre contact, toute la scène avec l'arrivée de la police et la saisie du matériel. Je préfère rester anonyme pour ne pas que ma sécurité soit mise en danger. Est-ce que vous pensez que ça pourrait en aller jusque-là? Les prospecteurs clandestins peuvent effectivement être assez dangereux. Jusqu'à quel point, d'après vous? La menace physique, la menace corporelle. C'était il y a un an, la police n'a pas donné suite à l'affaire. Mais il en faut plus pour décourager l'archéologue justicier. Puisque selon lui, les forces de l'ordre ne font pas leur travail, il va lui-même sur le terrain. Et il a pensé à tout. C'est le moment de s'équiper. Téléphone obligatoire, une bouteille d'eau, un thermos pour le café. Le numéro des différentes brigades de gendarmerie. Et maintenant, le tout nouveau, les jumelles. Plus blouson polaire et l'appareil photo. Ce que je rassemble, c'est tout l'effectif donc pour faire un contrôle nocturne sur site sensible, susceptible d'être visité malheureusement par des gens mal intentionnés. Notre homme se croit investi d'une mission sacrée, la défense du patrimoine archéologique français. Ce soldat de l'ombre n'agirait pas seul. Nous sommes plusieurs, patrouillés de temps en temps, en fonction des signalements de pillage. Tout le monde sait qu'un criminel retourne toujours sur ses lieux de forfait. Donc
Ça veut dire que vous estimez que ce sont des criminels? C'est un crime répréhensible, le pillage archéologique. C'est un viol du patrimoine. Crime, viol, les termes sont extrêmes. Et des pilleurs, c'est bien simple, ils croient en voir partout. Comme ces deux hommes qu'ils croisent près d'un champ. Ça, c'est de la tronche de pilleurs. Ils viennent des bois. Ah, vous les reconnaissez? Non, c'est vraiment la caricature. Il va y avoir de la visite ce soir. Alors. Ils peuvent faire de la reconnaissance. Est-ce qu'ils ont vu la caméra? Non, elle était... Donc, faut pas trop se montrer non plus. C'est vraiment de la tronche, quoi. Ça peut être intéressant, franchement, les deux gars, ils avaient une seule tronche. Ils n'ont rien à faire ici. À ses yeux, ce sont des pilleurs en pleine reconnaissance. Il n'en faut pas plus pour qu'ils décident de rester là jusqu'à la nuit. Il veut, dit-il, sécuriser le périmètre. 23 heures passées, l'attente a été longue. Muni de ses jumelles à vision nocturne, notre sentinelle surveille les champs. Ils sont vides, pas de chasseurs de trésors ce soir. Là, c'est pas la peine, en ce moment, c'est mort. Mais en automne, c'est chaud. Dès le premier labour, faut essayer de passer une fois par semaine. L'idéal, c'est le début de semaine, en pleine journée. Contrôler des traces de pas sur quelques labours. Et comme tout criminel revient sur ses pas, eh bien, il faut l'attendre à nouveau un soir dans la semaine. Vous êtes combien à faire ça en France? Je ne saurais le dire. Je suis seul. Mais ça, faut pas le dire. L'archéologue repart dans la nuit. Même seul, il est bien décidé à rester le cauchemar des pilleurs. Légende, malédiction, trahison, trouver un trésor n'est peut-être pas toujours anodin. Ceux qui ont découvert l'or de Toutankhamon meurent étrangement. Le trésor du dernier empereur Inca, plus de 10 explorateurs perdent la vie dans les Andes. Certains trésors seraient-ils maudits? Au Mans, Marie-Claude était RMiste quand elle a trouvé un trésor. Une centaine de pièces d'or gauloises sacrées. C'était ici, dans un quartier populaire. Une simple promenade au bord d'une rivière, comme tout le monde en fait. Même 10 ans après, elle se souvient exactement où c'était. Tout s'est passé par hasard. Pas besoin de détecteur de métaux pour trouver les pièces. Donc là, à ce niveau-là, comme ça s'effrite encore maintenant, là ça s'est frité, donc nous on récupérait au fur et à mesure, on gratouillait, on récupérait, on gratouillait. Bon, quand on a vu qu'au bout de 2-3 cm il n'y avait plus rien, on a arrêté. Mais, Et comment vous réagissiez? Je dirais qu'on est content, parce qu'on se dit qu'on a quelque chose d'exceptionnel, mais de là à percuter vraiment, non. C'est pas dans les médias que c'est venu. C'est après, quand on est rentré, qu'on a vu qu'il y en avait quand même 82. Et là, c'était phénoménal, quoi. Tellement phénoménal que les archéologues ont tout de suite voulu tout lui prendre. À 48 ans, Marie-Claude vit dans la misère. Ce sont ces 82 monnaies gauloises en or qu'elle et son compagnon de l'époque ont trouvées par hasard. Des pièces d'une valeur archéologique inouïe. Mais très vite, le couple implose. L'homme devient violent, il bat Marie-Claude et la menace de mort. Elle est obligée de renoncer à sa part. Lui touche 200 000 €. Il devient dépressif, se suicide quelques mois plus tard. Si elle a fait venir son avocat, Maître Béguin, c'est qu'elle vient d'apprendre qu'il reste 9 pièces de ce trésor chez un commissaire-priseur à Paris. Moi, j'ai besoin de revoir Maître Béguin parce que voilà, je pense que je vais avoir des soucis pour récupérer les 9 monnaies qui restent. Parce que il y a des compromis au niveau de nos notaires, de commissaires-priseurs. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont réellement les monnaies. Et, Monsieur Béguin va peut-être encore pouvoir m'aider sur ce plan-là, quoi.
J'ai jamais vu autant de catastrophes associées à un même trésor. C'est unique. C'est unique. Le trésor est unique en France et... Ah, mais à chaque fois qu'il y avait une histoire, c'était une histoire triste quand on parlait de trésor. Quoi, on peut que constater. La fin. Et quand on croit que c'est la fin atroce, bah, finalement il y a un nouvel épisode et puis que c'est pas drôle, il va falloir gérer ça aussi. Il faut avoir de l'espoir, de l'optimisme. Les Gaulois ne voulaient pas qu'ils soient déterrestrés. Mais c'est vraiment maudit, c'est un truc maudit. Il n'y a eu que de la tristesse. Et j'ai l'impression que, on va dire qu'avant ce trésor, bon, je ne vais pas dire que je vivais heureuse, je suis un peu, par rapport à ma vie privée, c'était déjà une cata. C'est pas le trésor qui a fait que c'était une cata, c'était 16 ans de catastrophe, 16 ans de malheur, quoi. Mais je dirais que depuis que ce trésor, j'ai l'impression que je porte la poisse même aux gens. Aujourd'hui, le trésor est exposé dans le musée de la ville. On l'a appelé le trésor des Sablons. De l'or gaulois daté entre -100 et -50 avant notre ère. Marie-Claude le revoit pour la première fois depuis 10 ans. Qui c'est qui a un marteau? Vache. Ouais, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des grands souvenirs, ça rappelle des mauvais souvenirs. Ouais, de trop mauvais, quoi. J'avais oublié que j'en avais autant. Et encore, il n'y a pas tout. Les voir ainsi derrière une vitrine, même sans pouvoir les toucher, c'est beaucoup trop d'émotions pour Marie-Claude. Il y a eu un tel enchaînement de circonstances qui ont fait que... Et aujourd'hui, voilà, l'émotion, elle est palpable, elle est là. L'or rend fou. L'or rend fou. Et trouver un trésor aujourd'hui, j'en vois beaucoup, c'est rarement un conte de fées. C'est une source d'embêtement quasi infinie. Ce drame du trésor du Mans est complètement inconnu du grand public. Même des guides qui organisent les visites du musée. Marie-Claude écoute les commentaires d'un peu plus près. Vous êtes l'inventeur des... Oui. D'accord, très bien. Ah bon, bah c'est... Voilà. Vous pouvez pas me rappeler dans quelles circonstances ça a été découvert? Est-ce que c'était après un orage? Je ne sais plus. Non, en se promenant. Le pur effet du hasard. L'effet du hasard, d'accord. L'effet du hasard. Ah bah c'est bien, il faudrait qu'il y ait d'autres hasards. Non. Non, merci, non. Ça vous a compliqué la vie plus qu'autre chose? Beaucoup plus, oui. C'est pas compliqué ou détruit, je ne sais plus. On va peut-être dire. Ça entre compliqué et détruite, oui, je ne sais pas lequel des deux on peut employer. Détruit que compliqué. Détruite, sa ville est en grande partie. Pourtant, Marie-Claude est bien décidée à se battre avec l'aide de son avocat pour récupérer les 9 dernières pièces de son trésor. Pas pour elle, mais pour ses enfants. Retour à Jakarta. Jean-Paul arrive chez Klaus, un chasseur de trésors allemand. Il avait travaillé pour lui l'année passée. Aujourd'hui, il veut se faire payer. C'est donc avec plein d'espoir que Jean-Paul entre dans le hangar où Klaus stocke tous les objets fraîchement sortis de l'océan. À 73 ans, l'aventurier allemand est toujours aussi affûté. Là, il s'agissait d'un bateau corsaire anglais coulé il y a 2 siècles. Des boulettes de plusieurs kilos et à côté, des canons encore plongés dans leur bac de dessalement. Leur état de conservation est exceptionnel. On peut même voir leur date de fabrication, 1802. J'ai aussi quelque chose à côté. Mais Klaus a plus impressionnant à montrer à Jean-Paul. Dans les cales du bateau corsaire, il y avait un vrai trésor, bien mis à l'abri dans ce container. Des dizaines de caisses et à l'intérieur, des milliers de pièces en argent. Vous n'avez pas séparé celle-là? Non, je n'ai pas voulu y toucher. Il y a 600 pièces ensemble et je risquais de les casser. Et au final, il y en a combien au total? À peu près 3000. C'est un vrai trésor de plusieurs millions d'euros. Je ne peux même pas les soulever. Ça pèse des tonnes. Près de 2 tonnes. Jean-Paul n'a pas encore tout vu.
Les plus belles pièces, l'Allemand les a cachées dans un coffre-fort. Les plus belles pièces, elles sont là, à l'intérieur. Reculez là, reculez. Là-dedans, il y a 4 pièces très rares. Il y en a très peu dans le monde des pièces comme celle-ci. Ce sont les premiers dollars frappés. Sur une face, il y a une tête de femme. Et sur l'autre face, on voit écrit « États-Unis d'Amérique ». C'est très rare. Elle date de 1802. Et vous pouvez nous dire combien ça vaut tout ça? Pour celle-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais assurément plus que 2 ou 3 millions d'euros. Seulement ici? Oui. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est OK, mais c'est un minimum pour rentabiliser une chasse au trésor. Notre but, c'est de rechercher de grosses épaves. Elles doivent être pleines de richesses. Je ne démarre pas à moins de 10 millions d'euros. Le gouvernement indonésien, lui, va récupérer 50%. Il faut compter 1 million pour l'expédition et le reste, ce sont les bénéfices. Klaus fouille les épaves depuis déjà 8 ans. Ses étagères sont remplies d'objets les plus inattendus, comme ce sablier du XVIIIe siècle. Ou cette bouteille de vin vieille de plus de 2 siècles, et encore pleine. On peut voir qu'il y a toujours le bouchon. Une passion qui, pour l'instant, n'a fait que le ruiner. En ce moment, tout mon argent est bloqué ici. À cause de ça, je suis plutôt pauvre. Mais si j'ai l'autorisation de vendre, je deviendrai très riche. Heureusement, j'ai des investisseurs derrière moi. Tant d'argent et d'or et être pauvre. Incroyable. Encore une fois, tout ça parce que l'administration indonésienne traîne des pieds pour autoriser la vente. Ce n'est donc pas aujourd'hui que Jean-Paul sera payé par Klaus. S'il veut mettre sa famille à l'abri, trouver lui aussi un magot, le Français va devoir organiser lui-même une fouille. Jean-Paul est décidé, il va prendre en main son avenir. C'est pour cela qu'il a fait venir Harry. Question épave, il est le meilleur informateur du pays. Qu'est-ce que tu veux boire? Peu importe, un thé, un café. Chérie, tu nous fais du café? Jean-Paul travaille avec lui régulièrement. Et ce matin, il espère que son ami a de bonnes infos à lui donner, de nouveaux bateaux à vider. J'ai localisé 3 nouvelles épaves. Dans la plus belle, on a trouvé un gros canon de 3 mètres et un plus petit. Les descriptions de Harry sont précises et permettent à Jean-Paul de dater les épaves et d'imaginer ce qu'elles transportaient. L'une d'entre elles retient son attention. On est à l'ouest de Sumatra. Harry lui montre où elle se trouve. Là, c'est la ville de Padang. C'est le meilleur endroit au monde pour trouver des épaves. Pourquoi c'est le meilleur endroit au monde? Parce qu'il n'y a que 20 mètres de profondeur et que c'est peu accessible à cause des vagues. Donc personne n'est encore venu. Et toutes les épaves sont encore là. Donc on a localisé le bateau ici, près de cette île. Mauvaise nouvelle. Jean-Paul vient de comprendre que le bateau gît au large d'une île déserte, perdue en haute mer en plein océan Indien. Loin, très très loin des terres. Et ça l'inquiète. Le problème, c'est qu'il y a des grosses vagues. Et c'est
quoi, le pêcheur qui peut nous emmener est à 200 000. 200 000, ça fait 360 km de Padang. Et en plus, il a un bateau qui va au maximum à 6-7 nœuds. Donc ça fait, rien qu'en navigation, ça fait plus de 30 heures pour aller sur le site. Cette nouvelle épave, c'est pour l'instant son seul espoir de pouvoir faire vivre sa famille pendant plusieurs mois. J'aimerais bien que ça rende riche. Mais pour l'instant, je dirais plutôt que j'ai rarement été aussi pauvre. Donc non, ça... Pour l'instant, je ne peux pas dire que ça... En tout cas, à mon niveau, ça ne rend pas riche. Jean-Paul n'a plus le choix, il doit se lancer dans une nouvelle aventure. Aéroport de Jakarta. Il embarque avec Harry pour Sumatra à 3 heures de vol. C'est l'ultime chance pour le Français de mettre la main sur un gros trésor. Dans quelques heures, il sera fixé. À Paris, Pierre s'est levé tôt ce matin. Pour rien au monde, il ne serait arrivé en retard. Enfin, il va commencer son stage chez Alain, le roi de la chasse au trésor. Tu vas bien, Pierre? Ça va? En forme? Ça va, en forme. Eh ben c'est bien, ça fait plaisir. Donc, un petit stage? Ouais. Plutôt que de passer des vacances, non, tu viens travailler? Ouais, travailler, je préfère aider que... Eh ben c'est bien. Bah, sur quoi je vais te faire bosser? Moi, le téléphone, tu peux répondre, tu connais bien les machines, quasiment toutes les machines, enfin beaucoup? Beaucoup, ouais. T'as eu combien de détecteurs en tout? J'en ai eu 4-5. Et un peu de modèles, enfin... Ça va d'entrée de gamme au haut de gamme, donc j'ai eu un peu tout. Là, tu connais bien ce que c'est un effet de sol, la discrimination, etc. Il n'y a pas de souci, quoi. Pas de souci, ouais. Bah tiens, on va voir si t'es un bon, hein. Plein de détection, bonjour. Malgré ses 16 ans, Pierre se sent immédiatement à l'aise dans la boutique d'Alain. C'est cet univers un peu mystérieux qui le fait rêver depuis toujours. Les premiers clients arrivent. Pierre va devoir montrer ce qu'il a dans le ventre. Alors, c'est Garrett 350 pour un détecteur de métaux. Un euro ACE, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Très vite, il les bluffe par sa connaissance du matériel. Je le prends à 15 cm et je suis à la sensibilité, je suis à 3 bars. Mais là, je peux pas le mettre à fond parce qu'il y a trop de métal. Trop de métal. Mais par exemple, à la campagne, il n'y aura rien. Le jeune stagiaire va même jusqu'à donner des conseils juridiques. On n'a pas le droit d'aller sur des sites archéologiques, ça c'est sûr. Mais rien ne vous empêche de faire une petite recherche. Un endroit où il y a eu un chemin, c'est pas un site archéologique. Hein. Ouais, c'est vrai. Il suffit juste de regarder dans les cartes, etc. Voilà, il y a une bâtisse, 19e. C'est pas un site archéologique. Hein. Vous voyez des forêts, vous prenez des vieilles cartes de Cassini, c'est de la recherche. Et les gens, ils vous donnent facilement l'autorisation de chercher? Dans la majorité des cas, ils donnent l'autorisation. Ils disent rien, en général? Oui. Quand ils refusent, ils refusent. Ah oui, bien sûr. Bon, allez, je te montre. Hein? On la relève du magasin? Voilà. Hein? Bah, on va prendre la relève? Qui sait? Oui, qui sait? Pas sûr? On verra. Je sais pas. Vous êtes en voiture? Oui, c'était dur de venir ici. Hein. Il y a un mode d'emploi dedans? Ouais. Bah voilà, il a pensé à tout. Hein? Pas bien. Reprendre le magasin, Pierre s'y voit déjà. Messieurs, dames. Bah, je vous remercie, messieurs. Merci. À la prochaine peut-être. Si vous avez besoin d'un petit renseignement, vous n'hésitez pas à appeler. Pas de soucis. Hein? Puis si vous trouvez, hein, vous pouvez toujours... Et si vous trouvez, vous êtes chargé de tout ramener ici. Hein. Oui, c'est la loi, c'est... Surtout les monnaies en or, si vous voulez, on fait un prix. On vous ramène les clous et on Non, prend les le clous, reste. c'est juste les monnaies en or. Je vous remercie. Allez, au revoir. S'il est si à l'aise dans le milieu de la détection, c'est que le lycéen n'est pas qu'un simple amateur. Il y a juste le loquet. Merci. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne détection. Merci. Il nous emmène chez lui, à 2 pas d'ici. Son trésor, le voilà. Il y en a des centaines. Le résultat d'années de détection. Les plus belles, il les a soigneusement classées. Il y en a de toutes les époques, en argent, en cuivre, en bronze. Certains valent plusieurs centaines d'euros, comme celle qu'il a trouvée dans le château du Périgord. Ces pièces que le maire lui avait laissées en souvenir. Mais avant, il les a identifiées avec précision.
Pour identifier une pièce, d'abord on va prendre son poids. Donc une balance digitale à plusieurs chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule, c'est très bien. Voilà. Voilà, donc là c'est le poids correspond complètement, c'est 3,1 g. Là c'est 3,2, il y a une marge de 0,1 g, donc c'est bon. Est-ce que le diamètre correspond? Donc il faut prendre le centre de la croix, comme ça, voilà. Et là on est à 2,4 de diamètre, donc ça fait 24 mm, là c'est 26,5, c'est bon, hein, c'est cette monnaie, on peut reconnaître parfaitement les 2 couronnes, les 2 fleurs de lys, les 2 couronnes, le blason, et on a la même légende autour, donc c'est celle-ci. Donc cette pièce elle a été perdue sûrement entre 1380 et 1422. Et ça, c'est quelque chose qui te fascine de te dire que tu remontes dans le temps? Bah oui, c'est sûr, on remonte vraiment dans le temps. C'est ça, quoi. Trouver une pièce qui a 600 ans, c'est pas donné à tout le monde. Alors, tu me montres ces dernières trouvailles, Pierre? Une passion pour l'histoire que Pierre partage largement avec sa maman. Celle-ci suit de très près chacune des sorties de son fils. Oui, c'est... Elles sont très très belles. Tu les as datées? Ouais, 15e, 14e, 12e. Bon alors, 12e, 14e, 15e, ouais, peut-être? 12e, 14e, 15e. Dans l'ordre. Et tu sais où elles ont été frappées? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'elles n'étaient pas toutes frappées au même endroit. Donc ce serait amusant de savoir où elles ont été frappées. Il n'y a pas l'atelier. Il n'y a pas l'atelier. Il n'y a même pas d'identification. L'émetteur, c'est France Royaume, alors... Alors, qu'est-ce que vous pensez des dernières trouvailles de votre fils? Les dernières trouvailles de mon fils, elles m'impressionnent, parce qu'il n'avait jamais trouvé d'aussi belles pièces. Donc elles m'impressionnent, elles m'intéressent, parce qu'elles sont en excellent état. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il arrive à trouver l'atelier où elles ont été frappées, parce que pour lui, c'est une jolie petite recherche historique. Pendant que Pierre et sa mère continuent de s'émerveiller sur les monnaies médiévales, dans sa boutique, Alain est en plein préparatif de voyage. On va pas prendre des sacs en toile, on va prendre des sacs plus rigides. Ça, on va laisser tomber. Il part avec Bruno, un autre spécialiste de la chasse au trésor. Sa réputation a dépassé les frontières de la France. C'est du Maroc qu'il a reçu sa nouvelle mission. Une riche famille l'a mandaté pour retrouver un trésor. Une forteresse en terre ocre, un souk traditionnel, le Maghreb des vacances au soleil. Mais ce n'est ni le soleil ni le repos que sont venus chercher les 2 Français. Ils sont ici dans un but bien précis, encore une histoire d'or. Et pour commencer, il faut s'équiper. On nous avait dit qu'en arrivant ici, il y aurait du monde pour creuser, il y aurait des pioches, il y aurait des pelles, mais en fin de compte, il y a un petit... Voilà, on n'a pas ce qu'il faut, donc on regarde. Et si on ne trouve pas, on s'en passera, on fera avec les moyens du bord. Quoi. Mais on va trouver. ouais, c'est sûr. Alain ne fait jamais de recherche à l'étranger, c'est un principe. Trop compliqué, trop dangereux. Pourtant, il a fini par dire oui à l'homme qui le conduit, lui et Bruno, vers un lieu tenu secret, perdu dans les montagnes marocaines, loin des circuits touristiques. Évidemment, il est question de trésors, une histoire de château et de légende. Une histoire parfaite pour Alain qui, pour l'occasion, a pris tout son équipement le plus perfectionné. Et comme dans tout trésor, ça commence par une carte mystérieuse sur un parchemin. C'est le dessin de chemin pour le trésor là. Ça vient d'où ça? Bah ça vient de chez son grand-père. Ça, il avait été trouvé dans une cachette. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Bah écrit c'est ce qu'il y a dans le trésor. Il dit ce qu'il y a de l'or en... Donc il précise apparemment que c'est de l'or en barre. En barre, voilà. Enfin c'est le monsieur qui vient de me faire la traduction. Mais ça c'est un vieux papier, ça date de 200 ans plus. Ça. Oui. Ouais. Dans la petite chambre en dessous de la grande tour. Donc la chambre elle est là, c'est ici la chambre. Le moindre indice peut tout changer. Alain écoute avec attention avant de débuter les recherches. Il y a une flèche ici qu'ils ont fait. Ah oui? Tu vois, ça monte de là jusqu'en bas.
tu vois, bien creusé hein, dans le mur. Bon, donc on va faire un coup de radar ici, là. On va commencer par faire le radar. Et là, attention, les Français sortent l'artillerie lourde. Le nec ultra de la recherche au trésor, le radar. Fini la détection de loisirs, place aux professionnels. Quadrillage de la zone, puis analyse. Bruno passe la sonde et Alain gère le récepteur. C'est infaillible. Si le trésor est caché là, les Français le trouveront. Au bout d'une dizaine de minutes, le premier verdict tombe. Ça pourrait correspondre à du vide, puisque le bleu correspond à du vide ou à de l'eau, etc. Alors, ça peut être de l'eau, hein, mais à mon avis, c'est le terrain qui a été creusé avant, donc ça laisse des perturbations de vide. Donc voilà, le scan l'a interprété comme ça. Là, tu as du rouge, qui pourrait correspondre à des masses métalliques, mais c'est pas assez franc. Mais on refera un passage dessus, plus serré, pour voir si c'est pas autre chose. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur la zone. Le premier scan ne donne rien. Rien d'inquiétant pour les prospecteurs qui élargissent la recherche. À la moindre alerte, Bruno creuse. Il bute sur quelque chose de dur, mais fausse piste, ce n'est que de la ferraille. Le doute commence à s'installer. Ils veulent qu'on passe le radar, mais le genre de trouvaille dans ce genre de bâtiment, c'est pas au radar. C'est plus au détecteur de métaux, parce que c'est jamais si profond que ça. Donc ils nous parlent des profondeurs de 2-3 mètres. Faire un trou de 2-3 mètres, c'est pas discret. Je pense qu'ils se rendent pas compte. Donc, Bruno est catégorique. Les trésors ne sont jamais enterrés si profond. Pourtant, la recherche continue dans toutes les pièces du vieux château. Après le radar, place au détecteur de métaux. Aucune pièce ne va leur échapper. Les murs, les granges, mais rien ne sonne. Quand enfin, ça se met à vibrer. C'est moi qui te perturbe là. Ouais, j'ai l'impression. Oh, c'est pas profond. Attends. C'est là, ici. Là. Immédiatement, tout le monde creuse. Quelle merdouille. Fausse alerte, encore un déchet métallique. Non, je déconne. Les propriétaires ne veulent pas abandonner et cherchent un peu partout. Ils espéraient tant avec la venue des Français. Alain, lui, sait que c'est terminé. Pour le moment, on est bredouille. Hein. Je crois qu'on va, on va rester là, Comme on le prévoyait, bon, les zones sont quand même assez bien situées par les personnes, mais soit c'est très profond, soit c'est pas là du tout, quoi. Donc, ou soit c'était prélevé avant. Donc, comment? Ou soit ça a été prélevé avant. Ça, c'est possible aussi. Non, on serait pas venu. On a quand même l'espoir et puis de retrouver dans un autre endroit. Sûr, de toute façon, qu'il y en a un paquet sur la terre. Hein. L'île de Sumatra, la zone la plus riche en épaves de l'Indonésie. Le Français n'a jamais mis les pieds dans cette partie du pays, réputée pour ses paysages de cartes postales. Mais pas le temps de profiter du panorama. Jean-Paul est encore loin du site où se trouve l'épave. Première étape, une traversée de 13 heures sur un ferry pour aller sur une petite île de pêcheurs. Le bateau l'attend déjà sur l'embarcadère. Il sera le seul étranger. La traversée sera longue et l'emmène vers l'inconnu. Cette vie d'aventure, Jean-Paul en a rêvé. Et même si elle ne l'a pas rendu riche, il ne regrette rien. On peut dire, ouais, j'ai une vie d'aventurier. Vie que je regrette pas. Par certains côtés, je regrette vraiment pas. Tu sais, j'étais comme tout le monde, hein, j'ai travaillé en usine, j'étais chef de fabrication en céramique à Marseille. Hein. Je suis parti pour le côté aventure. Aujourd'hui, t'as quel âge? Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 59 ans dans 3 mois.
ça passe. C'est dommage, hein, ça passe même très vite, très très vite. Le Français et Harry ont de la chance, ils ont trouvé une bonne place pour dormir. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les moins riches dorment à même le sol, y compris les enfants. Dans le bruit et la chaleur, une nuit interminable. Ce n'est qu'au petit matin qu'apparaissent les côtes. Nous sommes maintenant sur l'île de Mentawai, dans un petit village de pêcheurs. Une mosquée au pied de la jungle, quelques centaines d'habitants. C'est d'ici que Jean-Paul doit récupérer le petit bateau pour aller sur l'épave. Il va embarquer la nuit prochaine. Mais avant de partir, il rencontre les informateurs de Harry. Ce sont ces pêcheurs locaux qui ont localisé le trésor. Si on respecte la loi, on a besoin de toutes les autorisations des autorités. Non, rien ne sera légal. Ah, tout sera illégal alors. Ça coûte trop cher. C'est illégal, mais on le dira plus tard aux autorités. Non, on a trouvé le meilleur moyen de le faire. Très vite, le Français comprend que la situation lui échappe et qu'il va devoir flirter avec l'illégalité. Pour rassurer Jean-Paul, Harry lui montre ce que les pêcheurs ont secrètement remonté de l'épave. 3 étranges petits fûts en métal. Jean-Paul comprend immédiatement de quoi il s'agit. Ces pièces font partie d'un canon. Si tu veux, tu as un canon, et pour charger plus vite le canon, tu mettais c'est des sortes de boîtes où tu mettais déjà la poudre, tu préparais la poudre et tout, et que tu enclenches dans le canon. Enfin des preuves de l'existence de l'épave. Il y a même encore de la poudre à l'intérieur des fûts. Et en y regardant de plus près, Jean-Paul découvre un indice sur l'identité du bateau. Et tu vois, ce signe, c'est le VOC, c'est le signe de la compagnie, comme la compagnie des Indes, mais hollandaise, qui était en Indonésie. S'il revenait de Chine, on peut trouver de la porcelaine chinoise, on peut trouver des pièces en or. Par contre, s'il allait en Chine, on peut trouver un cargo pratiquement vide, mais avec des pièces en argent. Donc, faut plonger dessus et voir. Selon les pêcheurs, le bateau fait 50 mètres de long. C'est un gros navire. Un navire de la Compagnie des Indes hollandaises identique à celui-ci. Si c'est bien ça, c'est le jackpot. Sauf que pour aller sur le site, Jean-Paul va devoir prendre un peu plus de risques que prévu. Harry lui confirme que c'est là-dessus qu'il faudra affronter les tempêtes de l'océan Indien. Un navire rouillé d'une dizaine de mètres. Pas très rassurant, surtout quand on a près de 400 km à faire en pleine mer. Malheureusement, c'est sur ce type de bateau qu'on va partir. C'est un peu plus petit que ce que j'espérais. On va acheter du riz, quelques anommies, du poisson et puis de l'eau. Déjà 8 heures de navigation, et comme on pouvait le craindre, le petit bateau est ballotté de vague en vague. La sécurité est minimale, pas de radio en cas de pépin, juste un vieux GPS pour se localiser. Aucun problème pour le capitaine qui navigue à vue. Sur le pont, mieux vaut ne pas avoir le mal de mer et croire en sa bonne étoile. Non, c'est pas une tempête, c'est un petit grain, comme on dit par chez nous, c'est-à-dire un gros nuage avec de la pluie dessous, ce qui crée un effet de vent. C'est pas une tempête.
orage ne perturbe personne à bord. Alors qu'Harry et Jean-Paul en profitent pour se reposer, le capitaine du bateau et son seul membre d'équipage s'occupent du ravitaillement pour le repas du soir. Des dizaines de beaux poissons pêchés en quelques minutes. Le soleil est sur le point de se coucher quand enfin, l'île, déserte, comme dans les romans d'aventure. Harry montre l'endroit où les attend le bateau des pêcheurs qui ont trouvé l'épave. Ils ne tardent pas à arriver, ils s'étaient cachés derrière l'île. Sans eux, impossible ou presque de localiser le navire coulé. Ça, on suit l'autre bateau parce que c'est ce bateau qui connaît le site. Là, malheureusement, on arrive trop tard, donc on va s'ancrer sur le site. Et demain matin, on fait notre première plongée pour reconnaître le site. Si jamais je remonte avec un grand sourire, ça veut dire qu'il y a plusieurs mois de salaire assurés. La nuit a été courte. Dès le petit matin, tout le monde s'active sur les deux bateaux. Jean-Paul ne va pas plonger seul. Parmi les pêcheurs, certains vont le suivre sous l'eau. Non sans une certaine émotion, car le Français est connu et respecté de tous les chasseurs de trésors en Indonésie. Je pense que Jean-Paul est un excellent plongeur. Il est un modèle pour nous. Je plonge depuis 10 ans avec mes amis. C'est un grand moment pour nous. Et alors, qu'est-ce que ça fait, Jean-Paul, d'être aussi célèbre, d'avoir une copie? Ça me fait que je me sens timide parce que je me sens pas une célébrité. Donc, et savoir que t'es connu partout, ça, quelque part, ouais, je suis content. L'équipement est plus que sommaire, voire carrément limite. Tout se fait au système D. Jean-Paul est prêt. C'est parti pour l'instant de vérité. Jean-Paul s'enfonce vers les récifs coralliens. En surface, l'attente commence. Des 10 mètres de profondeur, les premiers vestiges du navire hollandais. Les plongeurs indonésiens ont des tuyaux reliés au bateau pour respirer. C'est dangereux, mais ça ne les arrête pas. Premier butin, de la vaisselle d'époque. Puis ce sont encore des canons en bronze qui sont localisés. Sur le bateau, l'équipage est de plus en plus inquiet et surveille l'horizon avec attention. Personne n'oublie que l'expédition est illégale. Il est temps pour Jean-Paul de remonter. Il y a une ou deux épaves. Je suis pas sûr, mais on va dire sur une épave, peut-être deux. Mais tout est pris dans le corail, tout est cassé. Donc ça va être très très difficile de faire venir des investisseurs. Puis je pense qu'il faut revenir avec des détecteurs de métal pour voir un peu la dimension du site. Il y a des grosses ancres, des gros canons en ferraille, plus c'est des petits canons de pont. Le Français n'a pas le temps de se changer qu'il apprend une très mauvaise nouvelle. Ce bateau au large les oblige à fuir. Ils ont peur qu'ils informent la police, donc ils préfèrent partir. Parce que si la police le sait, qu'est-ce qu'on va la faire? C'est ça qui est curieux, c'est que le mec qui nous a amenés ici dit qu'il est officiel, mais en même temps il a peur de la police. Donc tu vois, rien n'est clair en Indonésie. Ce qui est clair, en revanche, c'est que le butin de la journée est maigre. Toute l'équipe s'est réunie sur le pont. Face à elle, quelques-uns des objets de l'épave. L'identification commence. C'est du XVIIIe siècle. 18e siècle.
C'est de la céramique chinoise, d'époque Qing. C'est cher? Non, c'est intéressant, mais ça ne vaut pas d'argent. Ces motifs sont assez beaux aussi. On a également des ossements humains. Ça doit être un morceau de côte, je crois. Non, non, non. Ah bon, de l'épaule? Ouais, ça c'est le gros os qu'on a ici dans le dos. Ah, un os du dos. En français on appelle ça l'omoplate. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui que Jean-Paul va devenir riche. Ma femme va être un tout petit peu déçue, mais elle a l'habitude maintenant. Donc, quand je vais lui dire, c'est pas encore aujourd'hui que j'ai 6 mois de travail devant moi, et qu'il faut qu'elle continue à faire des économies, elle va être un peu déçue. C'est le printemps dans le Périgord. Enfin les vacances de Pâques. Pierre peut retourner au château de Carlu et reprendre ses fouilles, comme le lui avait promis le maire en février. Ça fait des semaines qu'il attend ce moment, qu'il y pense tout le temps. Un trésor l'attend dans ce château. Il en est persuadé. Arrivé dans la petite mairie, l'accueil est plutôt froid. Ah ouais, M6, d'accord. Attendez 2 secondes là. Pierre est inquiet. Peut-être que le maire a été averti qu'il n'avait pas le pouvoir de le laisser fouiller sur un site archéologique. Il peut décider que finalement c'est pas utile, qu'il peut faire appel à d'autres personnes. Évidemment, le comportement humain sur ce genre de choses est vraiment imprévisible. On peut avoir des autorisations pour des champs et 2 semaines plus tard on l'aura pas. Il suffit qu'il regarde un reportage, qu'il aille sur internet, tout ça quoi, ça peut tout changer, bien sûr. Ah vous... Non, terminé là, moi. Terminé? Terminé. Pourquoi? Parce que mon conseil m'a dit que bon ben ça suffit, vous en avez fait quand même pas mal déjà, je pense. Bah justement, nous on était venus pour ça et venir en fait, tout ce qu'on trouvait, c'était pour vous et vous aider à faire une vitrine. Oui, non mais bon, attendez, là je suis pas le seul à disposer de trucs. Les Amis de Carlu, l'association des Amis de Carlu, on a fait, je pense, pas mal, je pense, déjà. Hein? Je pense que c'est dommage parce que nous, il y a encore beaucoup de choses à trouver dans ce château. Oui, non, mais bon, pour le moment, on en reste là. Voilà. D'accord. Tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez, quelqu'un pour nous surveiller, il n'y a pas de problème. Et comme ça vous permettra de faire une vitrine. C'est pas une histoire de surveiller ou pas. Bon, l'association qui gère le château n'a pas souhaité pour le moment qu'on en fasse plus. Bon, moi, je vais pas aller à l'encontre d'eux, vous comprenez. Bon, c'est tout, c'est pas... Mais en haut, on n'y touche plus. Très bien. On ne va pas vous en dire plus. Bon, allez, on va aller. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. La déception est énorme pour l'ado. Il croyait tellement pouvoir chercher son vrai premier trésor. Sur le chemin du retour, il craque. Non mais je suis pire que dégoûté, c'est... Je sais pas, on fait un effort pour rester aimable, etc. Aider les gens, proposer. Finalement ça sert à rien, ça sert à que dalle. On se fait avoir par d'autres personnes qui sont 10 fois plus intéressées, qui veulent vendre leurs trucs. Enfin, c'est... Bon bref, ça m'énerve, j'ai envie de taper quelqu'un. Il n'a plus qu'à rentrer chez son grand-père, où toute sa famille l'attend en héros. Mais le cœur n'y est plus pour l'ado, qui a même du mal à leur avouer son échec. Voilà Pierre déjà. Comment ça s'est passé, vous qui étiez témoin? Il n'a pas voulu. Quoi?
Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que vous bagarriez ou que vous y alliez? Hein? Il n'a pas voulu. Non. Si, il n'a pas voulu. Ouais, non, mais je m'en doutais. Je l'avais dit à ta mère. Si vous venez pas pour lui, il faut... c'est normal. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il a donné comme raison C'est le conseil d'administration qui veut pas. Ça a été voté au conseil d'administration si j'avais le droit ou pas de venir, et ils ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont tout stoppé, ils veulent pas. C'est la consternation dans la famille. À table, le débat continue. Les parents de Pierre cherchent les mots pour le réconforter. On les sent révoltés face à ce qu'ils vivent comme une injustice. Le trésor, etc., etc. Tout de suite, tout le monde, c'est un sujet qui est assez... Pierre retrouve vite le sourire car il sait qu'il y a encore tant d'endroits où chercher dans la région. Il reprendra son bâton de pèlerin et continuera à se promener dans la campagne. C'est bien de le faire à cet endroit-là, mais on trouve énormément de choses. Aussi. Ailleurs aussi. Ne jamais abandonner, toujours y croire, voilà la qualité absolue de tout chasseur de trésors. Marie-Claude et son fils Gurvan ont fini par venir à Paris. Assistés de Maître Béguin, ils ont récupéré leur part du trésor du Mans. Et avec en prime une surprise de taille. Ce n'était pas 9, mais 10 pièces d'or qui les attendaient dans le coffre-fort du commissaire-priseur. C'est une petite fortune qu'ils ont enfin entre les mains, et ça, le jour de l'anniversaire de Gurvan. T'es quand même le seul garçon en France sur l'anniversaire qui reçoit des monnaies gauloises. C'est inédit. J'ai pas eu d'autres exemples en tête. Ces 10 pièces gauloises valent plus de 20 000 €. Pour Marie-Claude et ses enfants, c'est enfin un nouveau départ. À Saumur, ses riches villas et son château sur le bord de la Loire, c'est ici qu'Alain a fini par mettre la main sur un trésor de famille enterré dans un jardin. En tout, 301 pièces en or. Ça part un tiers du total, 12 000 € de récompense. C'est notre récompense. Voilà. Enfin, il y a 300 monnaies au total. 301 monnaies exactement. 10, 20, 30, 40, 51. 51, 2 x 5, 10, 2 x 1, 2, 12 000. 12 000 €. Ça va vite, hein. Non, mais ça rend un peu fou. Nous, on arrive à rester à peu près calme, mais les gens, bon, quand on a découvert, ils étaient tout excités, ils n'y croyaient pas. Et sachant que l'or avait été enterré, ils nous ont posé la question de savoir si c'était de l'or, ce que c'était. De l'or dans les jardins des Français, Alain en a encore pour des années à creuser. Jean-Paul, lui aussi, a fini par trouver de quoi payer son loyer. Même mieux que prévu. Sa femme vient de lui annoncer que Klaus, le chasseur de trésors allemand, avait réglé ses dettes. Ma femme m'a annoncé une très bonne nouvelle parce que mon ancien patron qui me doit pas mal d'argent, devait me donner 15 millions de roupias. Et au bout du compte, il m'a donné 60 millions de roupias, qui représente à peu près 5 500 €. Ça va me permettre de payer la maison pour toute l'année. Et puis en même temps, ça va nous permettre de vivre, on va dire, 2 ou 3 mois. Donc tranquille. Et d'ici là, en même temps, là, cet ancien patron veut continuer à travailler avec moi. Donc si je n'ai pas du travail d'un côté, je peux me retourner de son côté. C'est le soulagement pour le Français et sa famille qui vont pouvoir souffler pour au moins 3 mois. Et même se payer un petit resto sur les trottoirs de Jakarta. Même si très vite, Jean-Paul devra trouver cette épave qui enfin le rendra riche.